Soleil, un événement pour lequel des passionnés parcourent la planète. Nous suivrons un groupe de Français. Ils ont fait 17 000 km uniquement pour saisir cet instant exceptionnel. Cet été, c'est en France qu'aura lieu l'événement avec une éclipse totale de soleil, la dernière du millénaire. Un spectacle rare puisque la prochaine n'aura lieu qu'en 2081. Nous vous dirons comment observer au mieux cet instant magique et surtout comment apprécier cette éclipse en toute sécurité. Dans près de 5 milliards d'années, le Soleil mourra et détruira la Terre. D'ici là, les hommes auront-ils trouvé refuge sur une autre planète, une Terre de rechange? Il y a 30 ans, l'homme marchait sur la Lune. Demain, il explorera le sol de Mars. Mais dès aujourd'hui, grâce à de puissants télescopes, l'homme observe de plus en plus loin, découvre de nouvelles planètes et remonte le temps. En attendant une éventuelle Terre de rechange, comment protéger notre propre planète? Pollution, effet de serre, déforestation, désertification, autant de menaces qui pèsent sur notre environnement. Au Royaume-Uni, des militants extrémistes de l'écologie mènent des actions violentes et illégales pour se faire entendre. Que faut-il en penser? Voilà 3 reportages que nous allons découvrir ensemble et sur lesquels, je vous l'annonçais au début de cette émission, réagira l'astrophysicien Hubert Reeves qui nous accompagne tout au long de cette émission. Auparavant, je voudrais vous présenter Jean-Claude Valtier. Jean-Claude Valtier qui nous accueille ce soir ici dans cet observatoire. Vous êtes astronome, vous êtes chercheur ici même sur ce site. Cet observatoire, c'est avant tout le rêve d'un homme. Racontez-nous. Oh, c'est le rêve d'un passionné d'astronomie qui s'appelait Raphaël Bischoffsheim et qui était un banquier qui avait fait fortune en Amérique du Sud et qui a décidé d'offrir un observatoire moderne à l'astronomie française il y a un peu plus de 100 ans. Alors il a demandé à l'Académie des sciences de trouver un endroit propice aux observations. L'Académie des sciences a trouvé cette colline qu'on appelle le Mont Gros, juste à côté de la ville de Nice. Et Raphaël Bischoffsheim, il a acheté la colline, il a pris le meilleur architecte de l'époque, le meilleur ingénieur en construction métallique, les meilleurs opticiens, et il a fait construire complètement cet observatoire qui était à l'époque le plus moderne du monde. À l'époque, il y avait combien de personnes qui vivaient à Nice? Oh, il devait y avoir 20 ou 30 000 personnes dans la ville. Et aujourd'hui? Plus de 400 000. Alors cette coupole me semble beaucoup plus grande que celle du Panthéon à Paris, je me trompe? Elle n'est pas beaucoup plus grande, mais elle est effectivement plus grande. Elle fait plus de 24 mètres de diamètre. Et elle est entièrement en tôle d'aluminium et elle pèse plus de 100 tonnes. Et la lunette qui était au-dessus de nous est très impressionnante. Quelle est sa longueur? La lunette qui est au-dessus de nous fait 19 mètres de long. Et j'insiste sur le fait que parmi les 4 grandes lunettes qui ont été faites il y a une centaine d'années, c'est encore la seule qui est en état de marche. Elle fonctionne comment là? Je vois qu'elle se met en mouvement. Alors, la lunette peut se déplacer, oui, la lunette peut se déplacer suivant 2 axes qui permettent d'observer n'importe quel endroit du ciel. Et d'autre part, vous voyez une partie de la coupole qui s'ouvre et on peut faire tourner la coupole, effectivement, pour pointer n'importe quel endroit. Alors ce soir, il n'y a pas beaucoup d'étoiles dans le ciel niçois. Racontez-nous, expliquez-nous quelle est la différence entre une lunette comme celle-ci et un télescope. Bien, le principe d'une lunette ou d'un télescope, c'est un entonnoir à lumière. Il se trouve que les lunettes, qu'on ne fabrique plus maintenant au niveau des professionnels, les lunettes sont comme des longues vues de marine. Et la lumière traverse l'objectif qui est à un bout pour venir se concentrer à l'autre bout où l'astronome met son œil. Les télescopes, parce qu'on a appris depuis un certain nombre d'années à faire des miroirs polis particulièrement bien, un télescope ne fonctionne qu'avec un jeu de miroirs qui réfléchissent la lumière et qui la concentrent également en un point. Combien de chercheurs, combien d'astronomes travaillent aujourd'hui sur ce site? Il y a plus de 80 astronomes qui travaillent sur ce site et en tout, nous sommes à l'Observatoire de la Côte d'Azur 250 personnes. Et en quelques mots, quelle est leur mission? Leur mission, je dirais, est double. Leur première mission est de faire de la recherche, c'est-à-dire la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'on observe toujours le ciel avec cette lunette? On observe toujours avec cet instrument qui, bien qu'étant un monument historique, est encore complètement en état de marche et le seul de ces grands instruments encore en état de marche. Donc les astronomes, eux, ils font de la recherche et ils ont aussi une tâche d'enseignement et de diffusion des connaissances auprès du public. Nous sommes en train de faire un projet muséal, par exemple, à l'Observatoire, pour présenter au public les travaux astronomiques. Alors Hubert Reeves, voilà un univers, je dirais, à la Jules Verne. C'est toujours émouvant pour un chercheur comme vous d'être là? Oui, bien sûr. C'est un endroit, c'est un des chapitres importants de l'astronomie du début du siècle sur le plan de l'observation. Mais il se fait encore ici, à l'Observatoire, beaucoup de travaux théoriques de calcul qui sont vraiment de pointe. Ça reste un endroit très actif en astronomie.
Alors, je vous disais en commençant l'émission que le 11 août prochain aura lieu en France la dernière éclipse totale de soleil du millénaire. C'est un événement rare puisqu'au cours de ce siècle, la France n'en aura connu que 3. La première en 1912, elle est passée relativement inaperçue. Il faut dire qu'elle a eu lieu 3 jours après le naufrage du Titanic. La deuxième en 1961 s'est produite à 8h30 du matin en plein mois de février avec une visibilité assez réduite. Alors que la troisième, celle qui aura lieu cet été, se déroulera, elle, en pleine période de vacances et à l'heure du déjeuner. Je crois que ça aura lieu à midi 20 à peu près. Alors pour avoir un avant-goût de ce qui nous attend, pour savoir comment observer cette éclipse en toute sécurité, eh bien Desracines et des Ailes a suivi un groupe de Français partis tout spécialement en Australie en février dernier, chasser une éclipse qui n'était pas totale celle-ci, mais qui, vous allez le voir, offrait cependant un spectacle assez magnifique. Voici les chasseurs d'éclipses, un reportage de Catherine Bertillet. Je vais vous parler des éclipses. Les éclipses, c'est un des spectacles naturels les plus extraordinaires que la nature nous offre. Alors tout le monde sait ce que c'est qu'une éclipse, du moins je le pense. Vous connaissez le Soleil, vous savez que la Terre tourne autour du Soleil en gros en un an, que la Lune tourne autour de la Terre en gros en un mois. Ce qui va arriver, c'est que le Soleil va se trouver caché par la Lune qui va arriver par l'ouest. Et c'est ce qu'on appelle à ce moment-là une éclipse de Soleil. Une éclipse de Lune, vous en avez déjà vu, et puis vous en verrez d'autres. Quand il y en a une, la moitié de la Terre la voit. Donc on n'a pas besoin de faire des grands voyages. Une éclipse de Soleil, c'est beaucoup plus difficile, parce que là on voit très bien que pour la voir, il faut être juste là. Et si vous n'êtes pas là, mais à côté, c'est foutu. Alors, la première photo... Et l'homme sait de quoi il parle. Pierre est chercheur à l'école normale de Lyon. Il est aussi, par passion, un grand amateur d'éclipses. Les rendez-vous du Soleil avec la Lune, il en rêve depuis sa plus tendre enfance. Très précisément, depuis le jour où on lui a interdit d'assister à l'instant magique. J'habitais à Grenoble en 1960, je devais avoir 8-9 ans, et il y avait une éclipse totale, la deuxième du siècle en France. Or, à cette époque, et peut-être que ça sera pareil au mois d'août, il y a une psychose qui s'est développée en France. Les éclipses, c'est dangereux, attention les yeux. Et mon instituteur, croyant bien faire, ne voulant pas qu'on se fasse mal aux yeux, a fermé les volets. Et pendant toute la durée de l'éclipse, nous avons fait classe ordinairement avec les volets fermés. Et j'étais horriblement frustré de ne pas voir ce phénomène, alors que, par exemple, mon père avait pris une demi-journée de congé pour la voir, ma mère la regardait par le balcon, etc. Moi, j'étais à l'école et j'ai rien vu. Depuis, Pierre s'est largement rattrapé. En moyenne, la Lune éclipse le Soleil 2 fois par an. Le phénomène est donc assez fréquent, mais difficile à observer. Il faut être au bon endroit, au bon moment et avoir de la chance avec la météo. On comprend mieux avec cette animation où le petit point noir représente l'ombre de la Lune sur la Terre. Il faut donc se trouver très exactement sur sa trajectoire pour assister au spectacle. En 40 années d'observation, Pierre a vécu en tout et pour tout 4 éclipses. Alors des éclipses, il y a celle de France que je n'ai pas vue à cause de mon instituteur qui était ici, celle que je suis allé voir exprès en Yakoutie, mais il y avait des nuages, alors je l'ai vu que 20 secondes à travers le hublot d'un avion, et 2 que j'ai vraiment vues, une au Chili et une en Guadeloupe. Et ce coup-ci, on va en Australie, ici. Alors on n'a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas de nuages, contrairement à la Yakoutie. Mais c'est l'été et c'est le désert, alors ça devrait bien se passer. Encore faut-il être correctement équipé, notamment en matière de protection, car le soleil est extrêmement dangereux pour la rétine. Pour se protéger, Pierre, lui, a recours au bricolage. Alors ça, c'est une radio que j'ai récupérée chez mon radiologue favori. Il faut d'abord que je regarde, ce que je n'ai pas encore fait, et je ne peux pas le faire aujourd'hui puisqu'il fait mauvais, si elle est assez sombre. Si vous regardez sans filtre, eh bien vous allez être complètement ébloui. C'est absolument impossible à regarder, et si vous vous forcez à regarder, bonjour la rétine. Si vous mettez le filtre, vous ne voyez plus que le filament et vous n'êtes absolument pas ébloui. Et voici avec quoi nous allons faire nos filtres. Attention toutefois, le système n'est pas universel. En voilà un. Toutes les radios ne conviennent pas. Seuls les films argentiques offrent une totale protection. En voilà un deuxième. En quelle longueur on va adopter? Oui, quelque chose comme ça. C'est un système que vous avez inventé tout seul? Absolument. Je n'ai pas vu beaucoup de monde avec la ficelle au cou.
dans les éclipses que j'ai déjà vues. En voilà un. Donc, voilà comment je serai en Australie pendant l'heure et demie à 2 heures de la durée de l'éclipse, alternativement, comme ça et comme ça. Fin prêt, alors en route pour le grand voyage. Une vingtaine d'heures d'avion pour parcourir 17 000 km et assister à l'avant-dernière éclipse du siècle. Une semaine plus tard, le matin du jour J, à H-6. Nous sommes en Australie, sur la côte ouest, à 300 km au nord de Perth. Départ matinal pour aller trouver l'endroit, le lieu précis et idéal pour observer le phénomène. Pierre n'est pas seul. Il fait le voyage avec un petit groupe d'amateurs, eux aussi passionnés d'astronomie. Alors c'est parti pour l'éclipse? Eh ben c'est parti, soleil extraordinaire, tout va très bien, seul problème c'est qu'il va faire chaud. Non mais là ça va. Alors il y a un autre problème, c'est qu'il y a du vent, alors on peut pas se mettre sur la plage à cause du sable. Alors on va dans l'intérieur des terres. Lorsqu'une éclipse traverse des terres habitées, c'est toujours un événement. Nous sommes pile sur l'axe de la future trajectoire, large de quelques dizaines de kilomètres. Ici, à Greenwood Village, c'est la première fois depuis des décennies qu'une éclipse va se dérouler et la prochaine n'aura lieu que dans 3 siècles. Autant dire que c'est l'événement de l'année. H-4, l'heure des derniers préparatifs avant l'arrivée des amateurs et des curieux. Une aubaine pour le restaurant local habituellement déserté en cette saison et qui du coup affiche un menu spécial éclipse. Bref, chacun se prépare comme il peut. Et personne n'est oublié, pas même le bébé kangourou du restaurant qui exceptionnellement a droit à son biberon avec 3 heures d'avance sur l'horaire normal. Vous pensez que vous aurez du temps à lui consacrer pendant l'éclipse? Je l'espère. Ce que je sais, c'est qu'il aura très faim parce que je n'aurai pas le temps de lui donner à manger. Vous serez occupé? Je le pense, du moins je l'espère. On ne sait pas exactement combien de personnes vont venir, mais on s'attend à être très occupé. Les idées reçues sur les éclipses ne sont pas toujours fondées. Ainsi, pendant une éclipse annulaire, il ne fait pas nuit. La lumière diminue mais ne disparaît pas. Reste tout de même la peur du noir. Certains préfèrent quand même s'assurer que toutes les lampes sont en état de marche, juste au cas où. Je la verrai peut-être si je suis dans le coin ou si j'en ai l'occasion. Mais je serai probablement encore en train de changer des ampoules. Je suis chrétien. Je crois en Dieu et si Dieu décide de se manifester, cela ne fera que renforcer ma foi. Les Français, eux, sont bien éloignés de ces inquiétudes métaphysiques. Pour l'heure, l'important est de trouver le meilleur emplacement, sur la centralité, c'est-à-dire en plein milieu de la trajectoire. Et l'affaire se joue à quelques centaines de mètres. Qui était le meilleur point pour la centralité théorique. Ok, ben, il faut que je refasse un point là sur le GPS. Après on aura très rapidement, il va me donner la distance. Hein. Le lieu est à peu près choisi, on a à peu près la zone où est-ce qu'on veut aller. Le seul problème, ça va être de trouver un lieu agréable pour regarder l'éclipse. Si on avait un peu d'ombre, ça serait bien à cause du soleil qui tape dur. Et puis, pas trop loin, en plus approcher des véhicules pour décharger le matériel facilement. Et puis, qu'il soit sur la centralité, ça c'est le critère numéro 1. Il faut rester dessus. Tu avais noté le point hier soir? Je l'ai appris par cœur. Donc il faut que en longitude c'est 114 degrés 50 minutes. Ouais. D'accord. Et en latitude 29,04. Ok. Alors, on utilise une petite machine assez merveilleuse qui s'appelle le GPS.
et donc il permet de nous positionner par rapport à des satellites qui sont situés en orbite autour de la Terre, de nous positionner de manière très précise sur un point donné. Ça nous donne donc une référence en longitude et en latitude. Bon, en théorie, d'après l'armée américaine, ça donne un positionnement à 10 mètres près, mais enfin là on peut considérer qu'à 1 kilomètre près on peut trouver un point assez précis. Là c'est très bien. On va refaire un point GPS pour vérifier, mais on doit être à moins d'1 kilomètre de la centralité. On est dans un champ, on vient de nous donner l'autorisation de nous installer, donc ça c'est très bien. On a quelques arbres où on pourra éventuellement se mettre un petit peu à l'ombre. Et il nous reste 1h30 pour tout installer, donc maintenant ça va aller très vite. Nous sommes dans une région presque entièrement désertique. Et pourtant, ce jour-là, le désert est très peuplé. Sur quelques centaines de mètres, outre les Français, on trouve des Japonais, des Américains, des Anglais, des Australiens, la plupart venant de très loin et tous partageant la même passion. Certains se comportant comme de vrais professionnels, dotés d'un équipement sophistiqué. J'ai plein de matériel à installer. C'est pour vous amuser? C'est votre manière à vous de vous amuser? Oui, c'est cela. Vous êtes là pour profiter de la journée? Oui, et j'espère bien qu'on verra quelque chose de spectaculaire. On croise les doigts. D'autres sont tout aussi passionnés, mais moins fortunés ou alors franchement plus bricoleurs. C'est pas cher. Il suffit d'avoir quelques planches de bois que vous coupez, assemblez et peignez. C'est vous qui l'avez fabriqué? Oui. Baton, de Perth. Enchanté. De France, ouais, je m'en serais douté. The record in the world. 22 eclipses. 22? Yes. I think I've had before. J'en ai vu 4. Je suis astronome professionnel à l'observatoire de Nice, en France. 38, is it? Il fait 38 degrés? Je croyais qu'il faisait 33. Yes, I'm all ready Je suis prêt. J'ai mon télescope, mes filtres et bien sûr ma crème solaire. Et mon chapeau. J'ai l'air ridicule, mais je serai protégé. Et vous n'avez pas peur des sales bêtes comme les serpents? Non. Je pense qu'on est à l'écart de toutes ces choses. Il n'y a pas de sales bêtes qui vont venir m'embêter. H-1, ultime préparatif technique avant le début de l'événement. Chasseurs d'images ou simples observateurs, tous affinent leurs réglages. Tout doit être prêt. L'éclipse, du début à la fin, dure 2h35, mais le moment privilégié, celui que tout le monde attend, celui où la Lune recouvre presque totalement le Soleil, ne dure que 42 secondes. Pas question de le rater, et pour observer, l'imagination n'a pas de limite. Surtout pour les imprévoyants qui font avec les moyens du bord, ou alors avec ceux des autres. Alors tu veux mon système bricolé, hein? Ah oui, je veux bien que tu me montres. C'est pas cher, c'est rien du tout. Et tu regardes. D'accord, allez, regarde. Et tu verras, il y a une super tâche qu'on voit comme ça. Ah oui, tout à fait. C'est rare qu'on voit une tâche comme ça. Ah, c'est étonnant. C'est bien la première fois que je vois ça. Que tu vois une tâche? Que je vois une tâche sur le soleil, parce que j'ai jamais pu regarder le soleil. Ouais, c'est formidable. Puis-je regarder? Voilà. Tu vois, tout le monde m'emprunte mon bricolage. On voit que l'activité du Soleil est occupée de bien augmenter. L'année dernière, il n'y avait strictement aucune tâche. Puis on a vu à partir du mois de septembre de l'année dernière les premières tâches arriver en nombre. Et puis maintenant, on distingue facilement une douzaine de tâches. H-1. Tout le monde est fin prêt. Le spectacle est prévu à 14h05, juste après le repas. Écoutez, moi je crois que je vais Ça commence dans 40 minutes. Là. On a encore le temps. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Ça commence dans 40 minutes. C'est pas la peine d'être prêt 30 minutes avant. C'est dans 40, c'est dans 40. Et si je ne fais pas dans 40, ça serait surprenant. Pour l'heure, tout le monde mange.
y compris les pensionnaires du zoo voisin. Des pensionnaires dont on ne sait pas très bien comment ils vont réagir. De mémoire de dromadaire, c'est bien la première fois qu'une éclipse a lieu dans la région. Est-ce que vous pensez que les animaux vont être silencieux pendant l'éclipse? Je pense que les oiseaux vont être silencieux. Ils ne vont sans doute pas très bien comprendre ce qui se passe, mais c'est comme tous les phénomènes naturels. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est, mais ils le prennent comme ça. H-10 minutes. Nous avons nous-mêmes installé 4 caméras à différents endroits pour tourner l'événement. Dernier réglage, cette fois la tension commence à monter. Et ça y est, hein, quelques minutes. Je viens de mettre la pellicule sans trop trembler. Elle est bien enclenchée, ça tourne, tout est en place. On est tous bien fébriles, bien nerveux, mais il y en a qui le montrent, d'autres pas. Mais bon, ça va se passer. Oh mon Dieu. Normalement, un phénomène qui n'a jamais de retard, et pourtant là, je ne sais pas si nos montres sont à l'heure ou si elles avancent, mais a priori, c'est pas encore commencé. Ça ne va pas tarder. Regardez. L'océan, il est à 2 km. Ah, c'est sur l'océan? Ah, bah voilà, contact! Ouais, ça commence. Oui, ça y est. Ça a commencé. Ah, c'est moi, je vois la J'ai vu venir l'ombre depuis... En bas à gauche, ouais. Une boursouflure. Tu vois? C'est parti. Attends, mais c'est pas encore... Mais pour l'instant, c'est 3 fois rien. Un petit truc droit, là, petit... Comme si on avait donné un petit coup de couteau dans le soleil. Et progressivement, ce coup de couteau va s'agrandir pendant 1h30. On le voit comme il est en vrai, on le voit sa vraie taille. Oui, mais là, ouais, on voit quand même. on le verra quand il sera comme ça. Bah, oui. Parce que là, avec les lunettes... Non, avec les lunettes... Qu'est-ce que tu vois, Pierre? Qu'est-ce que tu vois là? Ça grignote par où? Ça grignote vers 8h du matin. On regarde toutes les 5 minutes, là, pendant 1h30 à peu près. La Lune va progressivement manger le Soleil. Vous n'avez pas grand-chose à faire? Pendant 1h30, non. Pour moi, il y a les 2 choses qui sont les plus reposantes, c'est de regarder le ciel ou de regarder des poissons dans un aquarium. C'est ce qu'il y a de plus relaxant. Une éclipse en accéléré telle que vous ne la verrez jamais. Dans la réalité, cette séquence dure plus de 50 minutes. Autant le début de la partialité, on se dit là c'est long. Et puis à partir du moment où il a mangé la moitié, après ça va à une vitesse folle. On en est à environ 80% de soleil caché. Il doit rester une vingtaine de minutes. Et après, ça sera le moment tant attendu de l'éclipse. Vous êtes impatient? C'est ma première éclipse, mais on a fait 17 000 km pour 42 secondes d'éclipse. C'est un moment fort, c'est un moment privilégié, je pense. Moi, c'est la première fois que je vois ça, donc j'apprends tout de A à Z, mais j'aurais pas pensé que c'était si fantastique que ça. Il n'y a pas de mots pour dire. Hein, et puis on comprend des tas de choses qui restent tellement abstraites autrement que... Moi je suis dans un état second là, mais c'est normal, ça va revenir petit à petit. 2 minutes. Là, il n'y a plus qu'un mince petit filet du côté droit. Sans protection, la caméra ne voit rien, car cette éclipse n'est pas totale. Le soleil est occulté à 99,3%. Les 0,7% de lumière qui demeurent suffisent à nous éblouir. Trop au milieu de la lune, c'est normal. Bien sûr, la lumière ambiante diminue, créant une atmosphère très particulière pour les hommes comme pour les bêtes. De petites filles autour. De petites filles. Regardez les kangourous. Ils font très attention à ce qui se passe. Ils regardent et écoutent. Ils sont manifestement inquiets de ce qui arrive. C'est quelque chose que l'on remarque quand il se dresse de cette façon pour scruter ce qui se passe au loin. Ah là 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 là, c'est parti là. Ça commence à l'entirer. Aïe aïe aïe. Ça l'entoure.
lance ferme autour de la Lune. Et là, faut voir un cercle. Ah, le vent! C'est pénible, hein? Et Vénus, ouais, les Vénus. Attends, il faut que je fasse la mise au point. Ouais. C'est parti, c'est parti! Ouais, ça y est! Ça y est! Ça y est! L'éclipse, la vraie, la voici en temps réel. Filmée à l'aide d'un filtre spécial. Durant 42 secondes, la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés. Ce n'est pas une éclipse totale, mais une éclipse annulaire. Il subsiste un mince anneau de lumière autour de la Lune, d'où son nom. C'est fini! On l'a eu! Et de deux. Bonheur! C'est le bonheur! Et c'est court, hein. Là, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pile centré. Hein. Là, c'est un spectacle magnifique. Le rond parfait. Le but est quand même atteint. Ça valait le coup de faire 14 000 km pour voir là, ça. ça valait le coup pour voir ça. Bon, ben c'était extraordinaire, mais sur ce, c'est quand même 1000 fois moins extraordinaire qu'une éclipse totale. C'est un spectacle de seconde classe quand même par rapport à ce qu'on verra le 11 août s'il fait beau. Mais c'est quand même seconde classe de luxe. C'est beaucoup moins spectaculaire qu'une totale, ça c'est clair. Il n'y a pas la même émotion, il n'y a pas la nuit, il n'y a pas les planètes autour, ni les étoiles, il n'y a pas l'ambiance, il n'y a surtout pas la couronne non plus du soleil qu'on peut voir à l'œil nu quand c'est une totale. Une éclipse annulaire ou une éclipse partielle, c'est un baiser d'adolescent, et puis l'éclipse totale, c'est une nuit d'amour. Dans Vénus. Durant 76 minutes, lentement, le soleil réapparaît. Mais l'heure n'est plus véritablement à l'observation. Et vous savez que la bougie diminue disons, de 1 cm par heure, par exemple. Alors, vous faites un simple calcul, elle a 10 cm de long, elle perd 1 cm par heure. Combien de temps va durer? Elle va durer 10 heures. Eh bien, le soleil, c'est tout à fait analogue. Le soleil brille, il émet de la lumière. Nous savons calculer combien de lumière il émet, combien d'énergie il dépense. Cette énergie, il la prend avec un carburant. Ce carburant, c'est son hydrogène, c'est son pétrole, quoi. Alors, on sait quelle est la quantité d'énergie qu'il émet, quelle est la quantité de carburant qu'il possède. On fait aussi une petite règle de 3 et on arrive à 10 milliards d'années. Et de là, comme nous pouvons dater la naissance du Soleil à peu près à 4 milliards 500 millions d'années, bien là, encore une fois, on dit ben, il lui reste à peu près 5 milliards d'années. Tout ça, c'est très simple. Je crois qu'il faut éviter de penser que ça implique des équations compliquées. Non, c'est simplement des règles de 3 du genre de celles que vous faites. J'ai de l'essence dans mon réservoir, j'en ai 20 litres, je dépense tant à l'heure, combien je vais faire? C'est à peu près cela. Bon, alors c'est aussi simple et aussi, je veux dire, aussi certain ou crédible, disons, qu'un calcul comme celui-là. Alors, pour apprécier totalement le reportage que nous a préparé Patrick Esther dans quelques secondes, faisons un peu de pédagogie. Expliquez-nous quelle est la différence entre une étoile et une planète. Ben, en gros, c'est une différence de masse. Je veux dire, un objet qui est aussi gros que le Soleil, je veux dire, sa masse, c'est 10 puissance 33 grammes, ça ne vous dirait pas grand-chose, mais à partir d'une certaine masse, les objets sont capables d'être suffisamment chauds au centre pour avoir des réactions nucléaires pour briller. Des objets plus petits comme la Terre est à peu près 1 million de fois plus petite que le Soleil. La Terre est une planète. Jupiter, qui est à peu près à mi-chemin entre les deux, la Terre c'est 1, Jupiter c'est 1000, le Soleil c'est 1 million. Jupiter c'est juste un peu trop petit, mais 10 fois Jupiter, ce serait une petite étoile. Donc c'est une question de masse. Un objet qui a une certaine masse, on dit que c'est une étoile. En dessous de cette masse, c'est une planète.
comète. En dessous, c'est une astéroïde. En dessous, c'est une météorite. Mais tout ça, c'est des mots pour dire simplement la gamme des masses possibles des objets célestes. Et une galaxie, qu'est-ce que c'est? Alors, une galaxie, c'est un assemblage de à peu près 100 milliards d'étoiles qui tournent ensemble autour d'un centre commun dont on pense aujourd'hui que ce centre commun contient un trou noir. On pense qu'il y a au centre de notre galaxie un trou noir. On connaît beaucoup de galaxies qui en ont. Et autour de ce trou noir tournent 100 milliards d'étoiles. 100 milliards d'étoiles et combien de planètes? On le sait, ça, aujourd'hui? Ça, c'est une question. On commence à découvrir qu'il y a des planètes autour d'autres étoiles. On vient d'en trouver 3 pour la première fois. On a trouvé 3 planètes autour d'une étoile. Au total, on connaît à peu près entre 15 et 20 étoiles qui ont au moins une planète. Il y en a beaucoup plus. C'est simplement la difficulté de les détecter. On va parler tout à l'heure du Paranal, c'est avec de nouveaux instruments comme ceux-là qu'on va continuer cette exploration et qu'on va poursuivre cette question de savoir combien y a-t-il de planètes, est-ce que le système planétaire est un phénomène fréquent ou rare, etc. C'est des questions qui se posent. Vraisemblablement, c'est assez fréquent. Et alors, le plus simplement possible, qu'est-ce qu'une année-lumière? Alors, la lumière voyage à 300 000 km par seconde. Une année-lumière, c'est le trajet que fait la lumière en un an. C'est 10 000 milliards de kilomètres. 10 000 milliards de kilomètres. On va voir, les étoiles qu'on voit à l'œil nu sont à plusieurs années-lumière, jusqu'à plusieurs milliers d'années-lumière. Et les galaxies, on va voir une très belle image tout à l'heure sur le Paranal, des galaxies les plus lointaines qu'on ait observées jusqu'ici, elles sont à 8 ou 10 milliards d'années-lumière, c'est-à-dire 10 milliards de fois 10 000 milliards de kilomètres. Vous voyez qu'on vit dans un univers très grand. Très, très grand. Voilà. Alors, les découvertes accumulées ces dernières années par les astronomes ont profondément modifié notre connaissance du cosmos. Il y a 30 ans, les hommes marchaient sur la Lune. Demain, ils fouilleront sans doute le sous-sol. Ils fouilleront le sous-sol de la planète Mars. Alors, l'aventure ne fait que commencer. Aujourd'hui, grâce à de nouveaux télescopes ultra puissants comme le VLT, grâce aussi à des sondes spatiales, les astronomes observent de plus en plus loin et remontent ainsi le temps jusqu'aux origines de l'univers. Alors, en route pour le grand voyage à travers l'espace, un reportage signé Patrick Esther et Loïc Lemoigne. Image de la vie intime de notre Soleil, espionnée par le satellite européen SOHO. Le Soleil, c'est l'étoile la plus proche. Il s'est allumé il y a 4,5 milliards d'années et brûle des millions de tonnes d'hydrogène chaque seconde. Dans 5 milliards d'années, lorsqu'il aura épuisé ses réserves, il gonflera, devenant une étoile géante orange. Ces flammes viendront alors brûler les planètes. Aucune exception à attendre pour la Terre. Puis le Soleil à l'agonie s'effondrera sur lui-même pour devenir une naine blanche. D'ici là, les hommes, s'ils existent encore, devront avoir émigré ailleurs dans la galaxie. Comment les astrophysiciens ont-ils pu déterminer pareil scénario? Tout simplement en observant la naissance, la vie et la mort des étoiles. Ceci au moyen de télescopes de plus en plus puissants, de véritables machines à voyager dans l'univers, c'est-à-dire à voyager dans le temps à la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde. L'avion survole depuis plus d'1 heure la cordillère des Andes, laissant loin derrière lui Santiago du Chili. Destination Antofagasta. Autant dire le bout du monde. À bord, Daniel Kunt, de l'Institut d'astrophysique de Paris. Cette fois-ci, notre homme a rendez-vous avec le plus puissant télescope du monde, le VLT, le Very Large Telescope. Un tout nouvel instrument qui va modifier bien des façons de travailler et de voyager dans l'univers. Vous autres, les astronomes, vous êtes condamnés à être des Globetrotters? C'est pas vraiment une punition que de venir au Chili, parce que c'est un pays très attachant. Mais c'est vrai que pour l'instant, nous sommes dans une phase de rodage. Et pendant cette phase, nous continuerons à voyager et à venir au Chili. Mais très rapidement, nous l'espérons tout au moins, très rapidement, nos images nous parviendront directement sous forme de bande magnétique, de cassettes, dans nos laboratoires en Europe.
soir, à notre arrivée, le mont Cerro Paranal, où a été construit l'observatoire, n'offre qu'une silhouette obscure, flanquée de tours métalliques, énigmatiques. Bien sûr, au camp de base, à 2300 mètres d'altitude, pas d'éclairage public. Tout grain de lumière parasite pourrait nuire aux observations qui ont commencé quelque part là-haut dans la montagne. Alors chacun utilise sa petite lampe de poche pour rentrer dans sa baraque de chantier. Daniel a 54 ans. La passion l'anime, une soif incessante de découverte. Voilà. Voilà, c'est un peu spartiate, mais c'est ça, il ne faut pas oublier qu'on est en plein désert. Et les étoiles sont là. Mars, Vénus, prêts à être observés. C'est formidable. Ça fait oublier le caractère rustique de l'affaire. Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, j'aime bien. C'est un petit côté, oui, c'est un petit côté un peu antique comme ça, un peu chantier, chef de chantier ou ouvrier de tous les jours, là. Mais c'est extraordinaire d'être là, à l'autre bout du monde. Sachant que les étoiles nous attendent et que demain, vraiment, on va pouvoir commencer, observer, tout mettre en place, s'activer un petit peu, préparer son programme. C'est ça qui vaut la peine de s'être déplacé. Et puis on sait jamais, on sait jamais ce qu'on va observer, ce qu'on va trouver, ce que nous réservent les surprises de ces télescopes. Habituellement, les astronomes dorment le jour et travaillent la nuit. Mais ce matin, Daniel Kundt fait exception. Il a hâte de monter à 2635 mètres, voir ces précieux monstres. Jusqu'au sommet, la fin de la route a été bitumée pour éviter que la poussière ne vole et salisse les miroirs géants. Le VLT, c'est le plus ambitieux projet de l'ESO, l'organisation intergouvernementale européenne, chargée d'installer et de gérer les observatoires de l'hémisphère sud. Daniel Kundt fait maintenant le tour de la machine en compagnie de l'une des administratrices des lieux. Victoria connaît chaque détail du télescope par cœur, mais cela ne fait rien. Elle écoute avec le sourire. Daniel lui racontait comment, avec ce VLT, il espère maintenant voir de nouvelles planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. Et Daniel d'expliquer que le VLT, ce n'est pas seulement un télescope avec un miroir de 8,20 mètres de diamètre, mais en réalité 4 télescopes géants que l'on va pouvoir associer pour les faire travailler ensemble. C'est-à-dire l'équivalent d'un télescope de 16 mètres de diamètre, le plus gros jamais construit dans le monde. La lumière des étoiles se reflète dans le miroir principal qui la renvoie vers le miroir secondaire. Celui-ci la réfléchit sur un troisième qui la transmet aux instruments d'observation. Et toute la lumière arrive là, ici. Et c'est cette lumière qui arrive là que l'on reçoit sur nos écrans d'ordinateur. C'est une machine à remonter le temps? Alors cette lumière, elle met des milliards d'années avant d'arriver jusqu'ici. Et c'est pour ça qu'après des milliards d'années, elle nous renseigne sur ce qu'était l'univers il y a très longtemps. Est-ce qu'il y avait des galaxies? Quelle forme elles avaient? Comment elles se sont formées? À quoi ressemblaient les étoiles? Est-ce qu'il y a des planètes, par exemple? La monture qui supporte le miroir pèse 430 tonnes. Elle pivote sans aucune vibration, avec une précision jamais égalée à ce jour, ce qui lui permet de suivre la course des étoiles durant plusieurs heures en compensant les effets de la rotation de la Terre. Le premier télescope vient d'être livré aux scientifiques. Les ingénieurs règlent déjà le second. Une incroyable aventure technologique et humaine. Pour obtenir une plateforme de 2 hectares, les ingénieurs n'ont pas hésité à décapiter le sommet du Cerro Paranal. 23 mètres pulvérisés à la dynamite. En Allemagne, d'autres techniciens ont mis 4 ans à réaliser les miroirs. 35 tonnes de verre ultra pur, qu'il a fallu faire fondre en le chauffant 6 mois avant de le couler, puis de le laisser refroidir lentement, très lentement, pendant encore 6 autres mois.
En France, ce verre a été poli pour aboutir à un disque de 23 tonnes et de 18 cm d'épaisseur seulement. Si la perfection est de ce monde, alors elle est ici, sous vos yeux. Si ce miroir était agrandi jusqu'à représenter 160 km de diamètre, son plus gros défaut, sa plus grosse bosse, n'excéderait pas 1 mm de hauteur. Et l'exploit ne s'arrête pas là. Ce miroir, il a fallu le transporter jusque dans la cordillère des Andes. Imaginez le nombre d'années de malheur s'il s'était brisé. La route ouverte par les niveleuses jusqu'au sommet. Et cela à 3 reprises, puisque 3 miroirs ont déjà été livrés. 20 ans de travail pour 5000 personnes. Dans cet atelier, une autre équipe prépare le berceau du 3e miroir. Un berceau douillet. 150 petits vérins supportent le verre pour corriger en permanence sa courbure lorsque le télescope bascule de l'horizontale à la verticale. Ils peuvent pousser sur le miroir, légèrement. Ils peuvent pousser. Mais ils peuvent tirer aussi. Bien sûr, plus fort encore. Comme le Chili connaît souvent des tremblements de terre, le berceau est équipé d'un système de 64 airbags, des coussins gonflables, destinés à protéger le miroir. Dans les tuyaux sur chaque vérin. Technologiquement, c'est un exploit. Contrôler à ce niveau de performance, c'est vraiment un exploit, oui. Retour au sommet pour le coucher du soleil. L'immense enceinte de métal s'anime et prend vie pour libérer l'optique. C'est l'instant où le VLT va pouvoir justifier sa démesure. Les équipes s'activent, la lumière descend, la tension monte. Chaque nuit d'observation est unique. Chaque nuit est une aventure différente, avec ses émotions. Maintenant, le télescope est pointé. Une fenêtre s'ouvre sur l'univers. Le grand voyage peut commencer. Dans la salle de contrôle, 50 mètres plus bas, Roberto l'astronome désigne les objets célestes qui jalonnent l'itinéraire de cette nuit. Les conditions météo sont excellentes, les images vont s'afficher sur les écrans, splendides. À 100 millions d'années-lumière de nous, voici la galaxie 1232 en forme de spirale. Une galaxie 2 fois plus grande que la nôtre. En bleu, en formation, de toutes jeunes étoiles. Et en rouge, dans la zone centrale, les astres les plus vieux. Ici, une véritable pépinière d'étoiles, à 5000 années-lumière. Des étoiles toutes jeunes, dont la lumière émerge à peine de leur cocon de gaz et de poussière originelle. Dans notre galaxie, la nébuleuse Dumbbell, une étoile en train de mourir qui éjecte tout son gaz et sa poussière en formant une bulle gigantesque. L'étoile moribonde reste visible au centre. Un document étrange, peut-être le résultat d'une partie de stock-car cosmique, une violente collision entre 2 galaxies. 6 minutes de pause ont suffi au VLT pour obtenir cette image extrêmement détaillée d'une galaxie spirale, située à 50 millions d'années-lumière de nous. Alors, pour voir jusqu'où ils pouvaient aller, les astronomes de l'ESO ont braqué leur machine vers un coin du ciel qui paraissait désert. Ils ont posé des heures et des heures, et voici ce qu'ils ont trouvé. Un univers peuplé de milliers de galaxies distantes de plusieurs milliards d'années-lumière. Les confins de l'univers, le vertige. Et pour les astronomes, une forme de bonheur.
de découvrir un phénomène pour la première fois, on se dit là on est quand même très privilégié. Au petit jour, lorsque le soleil se lève, les astronomes ont abandonné le sommet. Les autocars remontent les ouvriers chiliens qui bâtissent le 4e télescope. Avant d'aller dormir, nos explorateurs du cosmos vont maintenant dîner, à l'heure où dans le monde entier, les honnêtes gens prennent leur petit déjeuner. Not too tired? Un peu fatigué, mais enthousiaste et surtout intarissable. On est en train de discuter de la différence entre les deux télescopes et il apparaît que les deux télescopes sont tellement identiques qu'ils font le même bruit, ils ont les mêmes tics, ils ont exactement les mêmes performances et les dernières nuits étaient tout à fait exceptionnelles. Yes. À 15 000 km du désert d'Atacama, Saclay, dans la banlieue parisienne. Catherine Cesarski y dirige le département des sciences de la matière du commissariat à l'énergie atomique. Dans quelques semaines, c'est elle qui prendra la direction de l'ESO et du VLT. Précisément, le CEA réalise dans ce laboratoire un instrument destiné à l'Observatoire du Chili. Une caméra infrarouge qui permettra d'étudier la température de l'univers, donc son activité et son histoire. Avec le VLT, nous pourrons observer des objets très faibles. Et souvent, les objets très faibles, c'est parce qu'ils sont très lointains. Et donc, nous allons pouvoir observer les galaxies toutes jeunes, vraiment au début de la formation des étoiles et des galaxies. C'est-à-dire à peu près quelle période? C'est-à-dire quand même un univers qui a déjà dépassé, disons, le milliard d'années. Et vous savez que l'univers a à peu près 15 milliards d'années. Donc il y a quand même 14 bons milliards d'années que nous allons découvrir avec le VLT. Oui, c'est donc là, à l'intérieur de ce truc-là, que vous allez la faire. Par exemple, le Grex, celui-là. Le Grex sera là. Voilà, ici on avait un banc. Bien sûr, cette soif de connaissance a un prix. Mais pour Catherine Cesarski, le prix à payer en vaut vraiment la peine. Aujourd'hui, nous sommes au moment où vraiment nous pouvons découvrir l'univers comme il y a plusieurs siècles, on a pu découvrir l'Amérique, par exemple. Et je crois que cette connaissance de l'univers que nous pouvons apporter avec des dépenses qui, franchement, par rapport aux dépenses mondiales, sont quand même extrêmement faibles, toute l'humanité va en profiter. Je pense que nous, les astronomes, on a beaucoup de chance, on est pas mal au-dessus, justement, des questions matérielles. Bien sûr, on mange, on boit comme tout le monde, mais notre tête, elle est quand même ailleurs, et notre temps, et nos distances. Enfin, nous vivons vraiment dans un autre monde, et c'est un monde passionnant et merveilleux. Catherine Cesarski participe à sa manière au grand voyage. Et pas besoin pour elle de monter dans une fusée. D'ailleurs, seul l'esprit peut voyager aussi vite que la lumière. On voyage complètement à travers les instruments. Mais vous savez, moi je fais des milliards d'années-lumière tous les soirs quand je réfléchis dans mon bureau. Donc je fais des voyages, vous savez, les centaines de kilomètres que font les astronautes, c'est rien du tout à côté de ce que je fais moi tous les soirs. Cette femme va donc diriger le plus grand télescope terrestre, mais elle connaît également très bien les télescopes spatiaux. Avec son équipe, elle a déjà réalisé une exceptionnelle caméra infrarouge pour le satellite ISO. Mais les objets faibles comme ceux-là, en fait, on n'a pas pu encore identifier. Et c'est un fait que les engins spatiaux en orbite, bien au-dessus de l'atmosphère, possèdent aujourd'hui beaucoup d'avantages qui les rendent complémentaires des télescopes construits sur le sol terrestre. Le champion, toute catégorie des satellites astronomiques européens, c'est lui. Roger Bonnet, 60 ans, 10 km de footing tous les matins et une douzaine de sondes interplanétaires déjà en voyage à travers le système solaire. Aujourd'hui, il est à Noordwijk, en Hollande. Il vient contrôler l'état d'avancement d'un projet dans les salles blanches anti-poussière de l'Agence spatiale européenne. À la fin de l'année, la puissante fusée Ariane 5 lancera à 120 000 km de la Terre ce gros satellite en cours d'assemblage final.
Le satellite XMM, c'est un satellite pour l'observation des rayons X émis par l'univers. On fait avec lui une espèce de radiographie de l'univers, si vous voulez, ce qui nous permet de regarder les phénomènes extrêmement violents, parce que les objets qui émettent des rayons X sont des objets très chauds, donc soit parce qu'ils sont chauds naturellement, soit parce qu'ils ont été chauffés par des chocs ou par des accélérations au voisinage de trous noirs ou d'étoiles qui sont en effondrement sur elles-mêmes. Donc c'est l'univers violent qu'on regarde avec cet objet. Un objet de 11 mètres de haut, 4 tonnes, une facture de 5 milliards de francs, 10 fois le prix des miroirs du VLT au Chili. Retour vers Paris, le soleil flirte avec l'aile gauche de l'Airbus. Mais Roger Bonnet n'aura pas un regard, pas plus d'ailleurs que pour la Lune qui se lève à droite. Au fait, comment devient-on explorateur de l'univers ? J'ai eu un choc dans ma vie professionnelle, ça a été le lancement du premier Spoutnik. En plus, comme j'aime la difficulté, j'ai été absolument subjugué par le fait qu'on pouvait envoyer dans l'espace un objet qui se déplaçait à 28 000 km à l'heure. Ça, pour moi, c'était un record que personne n'avait évidemment jamais atteint. Et puis, connaître sa position à quelques mètres près, c'était aussi tout à fait fascinant. Donc ça a déterminé le reste de ma vie. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça, parce que c'est vraiment la difficulté d'aujourd'hui. Donc j'ai fait ça. Depuis, Roger Bonnet a fait beaucoup mieux que Spoutnik. Il a envoyé la sonde Ulysse espionner à 105 000 km/h les pôles nord et sud du Soleil. S'il est un domaine où la technologie spatiale présente une grande supériorité sur les télescopes terrestres, c'est bien l'exploration des planètes du système solaire. Bonjour Valérie, ça va ? Très bien. Bonjour. La maquette d'un futur vaisseau en partance pour Mars se trouve déjà dans le bureau de Roger Bonnet. Et alors, qu'est-ce que vous attendez personnellement de Mars Express ? Beaucoup de choses. La première chose, c'est évidemment, sur le plan scientifique, la découverte de l'eau dans le sous-sol de la planète Mars. On ne sait pas où elle est, cette eau qui existait et qui a ruisselé sur la planète par quantité absolument gigantesque. Où est-elle passée ? Elle doit être dans le sous-sol. Et voici ce que ne pourront jamais faire les télescopes construits sur le sol terrestre. Aller visiter les planètes et les survoler en rase-mode. Le mont Olympus, qui culmine à 24 km d'altitude, 3 fois plus que l'Himalaya. Vallée Marineris, canyon de 3000 km de longueur, plus profond que celui du Colorado. Ce survol vous est offert par la sonde spatiale américaine Viking. Les images ont été recalculées par les ordinateurs de la NASA. On voit bien que de l'eau à l'état liquide a probablement coulé en grande quantité dans ces vallées. Mais il y a 3 milliards d'années, le climat martien s'est brutalement transformé. L'eau a alors disparu. Qu'est-elle devenue ? C'est à cette question que devra répondre la sonde Mars Express, dont le décollage est prévu en 2003. La partie de l'engin restée en orbite martienne pourra, grâce à son radar, fouiller le sol jusqu'à une profondeur de 3000 mètres. S'il y a de l'eau dans le sous-sol de Mars, alors les scientifiques européens ne peuvent pas la rater. Et ce n'est pas tout. La deuxième chose, c'est qu'il y a un petit atterrisseur à bord de Mars Express qui va aller se placer sur le sol de la planète rouge et faire une analyse géochimique du sol, une analyse biologique du sol aussi. Une opération destinée à savoir si la vie a existé, ou peut-être si elle existe même encore. En chauffant le sol, l'un des instruments va rechercher des indices infimes de vie microscopique. Le robot équipé d'une taupe téléguidée pourra fouiller sous les roches et analyser des échantillons. Plus tard, Mars Express servira de relais radio pour guider la trajectoire d'une autre mission interplanétaire, franco-américaine celle-là, Mars Sample Return. L'ambition, cette fois, aller chercher des roches martiennes et les ramener sur Terre. Après s'être posé, l'engin sélectionnera les échantillons, les enfermera dans une boule qu'une mini-fusée réexpédiera en orbite martienne. Cette boule attendra 2 ans avant qu'un autre vaisseau ne vienne la chercher.
Un cône entonnoir, un guidage laser, une technologie diabolique pour localiser et récupérer une balle plus petite qu'un ballon de football. La manœuvre sera renouvelée avec une seconde sphère avant que le mécanisme ne referme le bouclier protecteur de la capsule qui reviendra sur Terre. Mais entre le projet et sa réalisation, le chemin de la réussite est bordé de difficultés. Simple Return sera lancé par une fusée Ariane 5. Mais avec la technologie spatiale, il n'y a pas, il n'y aura jamais de routine. Les performances sont tirées au maximum. Un monde sépare ce que les ingénieurs prévoient et ce qui se réalise. Ce décollage, c'était celui de la première Ariane 5. Ce jour-là, elle emportait sous sa coiffe 4 gros satellites d'exploration du Soleil, dont Roger Bonnet était le responsable. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas vraiment l'explosion de la fusée, c'est l'explosion des gens qui se sont mis à pleurer. Ces gros malabars qui construisent des satellites, des géants, qui se sont mis à pleurer comme des enfants. Parce que tout leur travail s'écroulait en une fraction de seconde. Ça, c'était terrible. Et vous avez pensé à quoi à ce moment-là ? J'ai pensé, il va falloir recommencer. Il va falloir recommencer. Comment va-t-on faire ? Qu'est-ce qui va arriver à ces scientifiques ? Donc je suis allé tout de suite les voir dans un hangar obscur. C'était assez sinistre. Mais tout était sinistre ce jour-là. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il faut recommencer. Pour l'heure, le seul objet céleste que les hommes ont visité, c'est la Lune. Autant dire, si l'on se réfère à la taille de l'univers, la proche banlieue de la Terre. Cela fera 30 ans dans quelques semaines. Le 20 juillet 69, l'équipage d'Apollo 11 débarquait. Neil Armstrong et Buzz Aldrin allaient vivre 2h14 de la première aventure extraterrestre. En partant, ils laisseront 6 tonnes de matériel sur le sol lunaire. Entre 1969 et 72, 12 hommes, 12 Américains ont gravé pour des millions d'années la trace de leurs bottes dans la poussière de la Lune. Au total, ils ont rapporté 360 kilos de cailloux. On a appris beaucoup de choses de la Lune par l'analyse des roches qu'on a ramenées. On en a même très peu analysé, tellement l'information est riche dans chaque gramme de matière lunaire. Donc on a appris la composition chimique du sol, on s'est aperçu que la Lune était fille de la Terre. Reconstitution. Il y a 4 520 millions d'années, un météore aussi gros que la planète Mars serait venu percuter la Terre. Dans un cataclysme d'une violence inouïe, une partie de celle-ci se serait détachée, formant la Lune. Armstrong n'a pas trouvé trace de vie sur la Lune. Et les petits hommes verts de Mars sont le fruit de notre imagination. Pourtant, le professeur Bonnet croit probable l'existence d'une vie ailleurs. En matière de vie extraterrestre, on a de plus en plus d'évidences statistiques qu'il existe des planètes autour des étoiles. Le nombre de planètes découvertes autour d'autres étoiles va en augmentant, je dirais, chaque mois. Donc la probabilité pour qu'il y ait des nouvelles terres, des planètes vivantes, n'est pas négligeable. Donc c'est une question de temps pour avoir cette confirmation. Nous avons découvert qu'il y avait de l'eau partout dans l'univers. Et donc il y a de l'eau partout, l'élément fondamental de la vie existe partout. Donc vous
pensez qu'il y a peut-être une forme de vie ailleurs dans l'univers, mais que de toute façon, s'il y en a, il y a peu de chances pour qu'elle soit venue nous voir. D'une part, d'autre part, elle n'est pas nécessairement la même que celle que nous connaissons sur Terre. Elle a peut-être d'autres formes. C'est peut-être une vie végétative, une vie tout à fait à son début, ou une vie peut-être encore plus évoluée que la nôtre. De toute façon, ça sera impossible de communiquer avec elle, puisque les durées de communication sont tellement grandes qu'on ne peut pas se parler. On ne peut que s'écouter, sachant que celui qui vous a parlé est sans doute déjà mort. Et si vous aviez un extraterrestre au bout de votre satellite, quand même, vous lui diriez quoi? Oh, je lui dirais bienvenue. Bienvenue, vraiment. Et j'espère qu'on te traitera mieux que nous avons traité nos propres frères sur Terre. La planète bleue est-elle une exception? Sommes-nous l'exception? Le grand voyage de la lumière à travers l'univers ne nous a pas encore permis de trancher. Lorsqu'il aura atteint sa pleine capacité, le VLT du Chili pourra voir la silhouette d'un homme à la surface de la Lune. Les astronomes du 3e millénaire feront beaucoup mieux. Ils construiront des télescopes encore plus grands quelque part dans l'espace ou même sur la face cachée de la Lune. Peut-être verront-ils encore plus loin, beaucoup plus loin. Mais l'univers est si vieux, si vaste, que les hommes n'en verront probablement jamais ses limites. En 5 milliards d'années va mourir, il va grossir, il va manger la Terre, c'est ça? La volatiliser. La température à la surface de la Terre va être telle que tout va être volatilisé. Donc la Terre va mourir. Elle va disparaître sous forme de gaz. Voilà, donc on connaît la fin est inéluctable, on connaît la fin du film. Oui. Et si les hommes veulent survivre, il faudra aller ailleurs. Il faudra aller ailleurs. Il faudra aller s'installer sur une autre planète. On a parlé cette autre planète. C'est ce que les hommes cherchent dans l'espace? Pour l'instant, disons que c'est un peu lointain, mais ça fait partie des projets très lointains. On en est à explorer, à savoir s'il y a d'autres planètes habitées, d'autres vies. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une grande question à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui de façon définitive, ni dans un sens ni dans l'autre. Quelles sont aujourd'hui les planètes qui peuvent ressembler ou qui sont parentes de la Terre? Eh bien, nous avons notre sœur Vénus, d'ailleurs, qu'on voit tous les soirs au coucher du soleil. Profitez-en, on en a pour encore un mois ou deux. Elle est absolument magnifique. 1 heure ou 2 après le coucher du soleil, on la voit très brillante à l'ouest. Vénus, c'est à peu près la même masse. On ne peut pas vivre sur Vénus. Non, elle est à 500 degrés, avec une atmosphère de gaz carbonique, avec des pluies d'acide sulfurique. C'est tout ce qu'il y a de plus antipathique. Vénus a été, que l'on voit en ce moment sur nos images, Vénus a été ce qu'est la Terre aujourd'hui? Ce sont des questions qu'on ne sait pas très bien. Pourquoi est-ce que deux planètes si semblables, à peu près, pas tout à fait, mais à peu près à la même distance du Soleil, Vénus est plus proche, comment ça se fait qu'ils ont évolué de façon complètement différente? Comment ça se fait que sur la Terre, nous avons de l'eau liquide, une température moyenne qui permet à l'eau de rester liquide, tandis que sur sur Vénus, il y a un effet de serre gigantesque. Alors plusieurs disent c'est un peu une leçon pour nous. Si nous continuons à envoyer du gaz carbonique dans l'atmosphère, peut-être ce qui nous attend, c'est le sort de Vénus. Souvent, on le cite comme une leçon possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont évolué de façon totalement différente. Alors Patrick Hester, on a vu que le XXe siècle était celui le siècle de la conquête de la Lune. Est-ce que le XXIe siècle sera celui de la conquête de Mars? Oui, je crois qu'on peut dire que le XXIe siècle, ce sera celui de Mars. Mais alors pas Mars comme on l'a vu sur des images, si vous voulez, effectuées par des robots. Les robots vont faire des choses formidables dans les 10 années à venir. En ce moment, vous avez, au moment où on parle, un premier robot américain qui nous donne la météorologie de Mars en temps direct, en temps réel, si vous voulez. On peut savoir comment soufflent les vents. Et puis, ce robot est en train de cartographier Mars avec une très grande précision. On peut voir des objets d'1,50 m dessus. Vous imaginez, on va pouvoir redonner des images des premières sondes américaines qui s'étaient posées là-bas. Alors là, c'est une aventure de robot. Mais je crois que la véritable aventure, elle implique l'homme. Et pour que, bien sûr, il y ait des hommes sur Mars, ça nécessite encore de maîtriser bien d'autres technologies. Il faudra certainement trouver d'autres types de moteurs, pas les moteurs fusées qu'on connaît aujourd'hui et qui ne nous font pas aller très très vite, somme toute. Aller sur Mars, quand la planète est la plus proche de la Terre, c'est en fait, si vous voulez, voyager 6 mois. Et puis ensuite, si vous repartiez le lendemain de votre arrivée, il faudrait voyager encore à peu près 1 an et demi pour revenir. Alors l'idée, c'est de voyager 6 mois, de vous poser sur Mars, rester à peu près 1 an, et puis revenir quand la planète, à nouveau, se rapproche de la Terre.
ça sera l'aventure du XXIe siècle. Quand, on ne peut pas le dire, mais je ne sais pas si je serai très très vieux reporter ou en retraite quand ça arrivera. Je suis sûr que ça arrivera. Hubert Reeves, expliquez-nous une chose. Avec le VLT, on voit de plus en plus loin. Et l'image que l'on peut voir d'une planète, ou en tout cas d'une étoile, d'une galaxie qui est à des milliards d'années-lumière, oui, c'est l'image du passé de cette galaxie. Expliquez-nous cela. C'est que, comme on l'a dit, la lumière voyage avec une certaine vitesse qui nous paraît très grande, 300 000 km par seconde. Le tour de la Terre en quelques fractions de seconde, ça a l'air rapide. Mais à l'échelle des étoiles, c'est très lent. La lumière, elle se traîne comme une tortue. Et pour venir de ces espaces très lointains, elle met des milliards d'années. Ça veut dire qu'observer le ciel... l'image que vous voyez là, que vous avez vue, elle voyage depuis des milliards d'années, pendant toute la vie de la Terre. Tout ce qu'elle a fait, tous ces petits photons, ils ont voyagé, puis un jour, ils ont été attrapés par le VLT. Ça veut dire, Hubert Reeves, qu'observer le ciel aujourd'hui, c'est observer le passé. Plus vous regardez loin, plus vous regardez tôt. Si vous regardez le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes, la Lune il y a 1 seconde, et ces galaxies-là, telles qu'elles étaient il y a 10 milliards d'années, par exemple. Alors, si jamais on découvrait une Terre, une Terre de survie, une Terre de rechange pour notre planète, hein, pour les hommes, il n'est pas sûr que cette planète-là, qu'on pourrait voir avec un télescope puissant, existe le jour où on arrivera sur cette planète. C'est-à-dire que les Terres qu'on observera, elles sont dans notre galaxie, pour l'instant, disons. Et donc, elles seront à quelques centaines d'années-lumière. Donc, on les verra telles qu'elles étaient, disons, il y a quelques centaines d'années. En 100 ans, une planète a des modifications, mais elle ne disparaît pas à cette échelle de temps. Mais quand on regardera beaucoup plus loin, quand on regarde des galaxies, par exemple, celles qu'on a vues, il n'est plus du tout certain qu'elles existent encore, ces galaxies. En fait, on sait qu'il y a beaucoup de collisions, on en a vu une image, et que certaines galaxies fusionnent l'une dans l'autre. Et il est fort possible et même vraisemblable que beaucoup des objets qu'on a vus dans cette vieille image n'existent plus tels quels, qu'elles se sont mélangés, sont entrés en coalescence. Est-ce que tout ça, c'est le spectacle du hasard ou est-ce que tout ça a un sens? Là, vous posez des grandes questions, là. Là, vous passez sur un autre niveau. Je vous dirais, non pas en tant que scientifique, parce que la science ne peut pas répondre à la question du sens, mais en tant que personne, et mon intime conviction, c'est que oui, cela a un sens. Mais si vous me demandez quel est ce sens, je vous dirais que je ne le sais pas. Vous pensez que la science aujourd'hui ne peut pas répondre à la question existentielle de l'homme? Non, ce n'est pas son domaine. Elle n'est pas faite pour cela. Ce n'est pas ce sur quoi ce qu'elle peut toucher. Elle peut vous dire s'il faut faire des plantes transgéniques, on va voir tout à l'heure. Elle peut vous dire comment faire des plantes transgéniques, si vous décidez d'en faire. Elle ne peut pas vous dire si c'est une bonne idée d'en faire ou non. Ça, c'est une question plutôt morale, plutôt dans quelle sorte de société voulons-nous vivre. La science vous dit comment faire les choses, mais elle ne vous dit pas s'il faut les faire ou non. Ce que l'on sait aujourd'hui, on le sait définitivement ou l'avenir peut contredire aujourd'hui le présent? Rien n'est définitif en science. Tout peut changer, tout peut être complètement bouleversé. Demain, nous pouvons avoir une observation qui remet tout en question. C'est ce qui fait la force de la science, c'est qu'elle est capable de s'adapter. Elle peut adapter des changements, trouver des changements. Et ce n'est pas un savoir figé définitivement, c'est quelque chose qui est souple. Et cette souplesse lui donne sa robustesse. Alors, on a dit tout à l'heure que pour l'instant, il n'y avait pas de terre de rechange, d'où l'intérêt dans l'immédiat de prendre soin de notre planète. Pollution, effet de serre, déforestation, jamais la planète n'a été autant menacée par l'homme lui-même. Cette menace engendre parfois des réactions ultra-radicales dans certains pays. C'est le cas de la Grande-Bretagne, où une cinquantaine d'organisations écologistes mènent des actions spectaculaires sur le terrain, des actions parfois violentes et illégales. On les appelle les éco-warriors, autrement dit les éco-guerriers. Le reportage est signé Serge Mousson et Michel Tardy. Forêt de Newbury, hiver 1996. Ces guerriers sont des guerriers de l'écologie. Depuis 9 mois, ils campent dans ces bois pour empêcher qu'on y construise une autoroute. Leur tactique est simple, attachés aux arbres, ils font rempart de leur corps pour empêcher le travail des tronçonneuses. Ce jour-là, la police arrive en force pour les déloger. 9 mois de retard pour un chantier de cette importance, ce sont des dizaines de millions de francs de pertes sèches. Comment vous pouvez faire ce sale boulot? Arrêtez de faire ça.
Vous, les gros de la sécurité, vous avez des gamins? Vous verrez un jour, ils seront obligés de porter des masques à oxygène. Il n'y aura plus d'air, tout sera pollué. Pris au piège, les écologistes défendront leur territoire arbre par arbre. Mais cette fois-ci, le combat est perdu et rien n'empêchera les bulldozers de passer. Avril 1999, aéroport de Manchester. Ici, un avion atterrit toutes les 5 minutes. C'est le deuxième aéroport du pays. L'essor du trafic aérien nécessite la construction d'une deuxième piste d'atterrissage longue de 5 km. Coût de l'opération, 750 millions de francs. C'est un formidable enjeu économique pour les uns, mais c'est aussi un désastre écologique pour les autres. À quelques dizaines de mètres des bulldozers, les éco-guerriers sont encore là. Cela fait bientôt 2 ans qu'ils retardent les travaux. Ils sont une vingtaine d'irréductibles à soutenir le siège. C'est un combat inégal pour ces écologistes. La plupart n'ont pas 20 ans. Leur seule arme pour lutter contre l'un des plus grands consortiums d'Angleterre, un respect de la nature et une détermination à toute épreuve. Jenny a 19 ans. Vous voyez ces marques sur cet arbre? Cela veut dire qu'il va être abattu. Tous les arbres ont un numéro. Vous voyez cette croix? Cela veut dire que c'est dangereux pour les bûcherons. On ne sait pas de quel côté l'arbre va tomber. Et la marque bleue, c'est à ce niveau qu'ils vont le scier. Cet arbre est très vieux. Il doit avoir 100 ans, peut-être un peu moins. En tout cas, ils vont l'abattre. Dans ce bois, ils vont tout raser. Des centaines d'arbres vont disparaître. La stratégie, multiplier les îlots de résistance. Les éco-guerriers aménagent le camp. Les derniers préparatifs s'opèrent pour une campagne de longue durée. À 4, on est monté dans les arbres. On a installé des poulies et on a tiré sur les cordes pour élever les tentes que vous voyez là, en haut des arbres. Chaque tente est tenue aux 4 coins. Tout est suspendu. C'est ça qui nous permet de rester en vie là-haut. Allez, vas-y, ça te fait les muscles. Tu veux 1 ou 2 cordes? Donne-moi les 2. On est vraiment les plus heureux sur cette terre. Tous les matins, on se réveille avec le chant des oiseaux. On se lève et on est en plein milieu de la forêt. Quand vous pensez à tous ces gens qui vivent en ville, dans le béton, nous on vit dans la forêt, c'est magnifique. Cela fait maintenant 4 mois que Jenny et ses compagnons résistent aux assauts des bûcherons dans des conditions plus que précaires. Ils n'ont pas le droit de couper les arbres entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Ils ont donc essayé de raser la forêt avant le printemps. C'est pour ça qu'on s'est installé pendant l'hiver, pour empêcher ce massacre. À force de camper ici, tous mes amis maintenant sont des activistes. Ils se battent contre le nucléaire ou pour défendre la forêt. On est tous sur la même longueur d'onde. J'ai perdu tous mes anciens amis. Tout d'un coup, c'est l'alerte. Le bruit des tronçonneuses signale que les bûcherons sont entrés en action à la lisière du bois. Il faut intervenir immédiatement. Jenny sait qu'elle ne dispose que de quelques minutes pour s'interposer. Pour les éco-guerriers, chaque arbre coupé, c'est une vie qui disparaît et la pollution qui s'aggrave. Regardez, ce sont ces types qui coupent les arbres. Comme vous pouvez le voir, malheureusement, c'est déjà trop tard. Il l'a coupé en 2. Cet arbre est foutu, ils l'ont tué. La semaine dernière, ils ont coupé tous les arbres le long de la route, jusqu'en bas. À la limite de l'aéroport, les bûcherons exécutent les ordres derrière un grillage de protection. Défense d'entrée, on a fait appel à des milices privées. Je suis là pour protéger les bûcherons.
Les protéger de qui? Des manifestants, je les empêche d'entrer. Ça fait longtemps que vous faites ça? Désolé, j'ai reçu des instructions, je n'ai pas le droit de vous parler. Les écologistes décident de contourner l'obstacle. Les agents de la sécurité n'ont pas le temps de réagir. Et les activistes parviennent à immobiliser un camion chargé de troncs d'arbres. Allez, ne soyez pas idiots, descendez de là. Arrêtez vos conneries. Regardez, on a réussi. Ils ont arrêté les tronçonneuses. Maintenant, ils sont obligés d'arrêter de travailler toute la journée. Les guerriers de l'écologie ont tourné le règlement en leur faveur. Pour des raisons de sécurité, les bûcherons doivent impérativement interrompre leur travail dès qu'une personne extérieure pénètre sur le chantier. Arrêtez, vous allez tout casser, ça sert à rien. Si je vous attrape, ça va mal finir. Un faux mouvement, une provocation, et quelqu'un pourrait être blessé par une tronçonneuse. Les ouvriers sont excédés, les travaux sont déjà en retard de 6 mois. Les hommes de la sécurité, eux, filment tout. Les cassettes enregistrées serviront à fournir à la police les preuves des délits commis par les manifestants. Avant l'arrivée des forces de l'ordre, les éco-guerriers prennent la fuite et trouvent refuge au camp. Ici, le confort est réduit au strict minimum. Pas d'eau, pas d'électricité. On fait avec les moyens du bord pour assurer les besoins quotidiens. Je vais couper des tranches de pain. T'en veux? Combien? 2. Et toi? 2 aussi? Faut pas croire, mais c'est varié ce qu'on mange. Par exemple, hier soir, on a eu du risotto. On fait des currys, du chili, des pâtes, du riz, des haricots, des patates. Notre cuisine est vraiment très variée. Ce qui n'est pas varié, c'est de manger de la viande tous les jours. Alors que ça, c'est génial. La plupart de ces jeunes ont tout abandonné pour défendre l'environnement. Ils survivent grâce aux allocations chômage et à l'aide que leur apportent les habitants du village voisin. Claire, 35 ans, mère de famille, n'a rien d'une activiste. Et pourtant, même cause, même combat. Elle aussi lutte à sa manière contre l'aéroport. Elle a déjà participé à plusieurs manifestations. Quand Claire ne manifeste pas, elle prépare des provisions qu'elle porte en forêt. Pour elle, le combat est juste et mérite d'être soutenu. L'aéroport a fini par obtenir l'autorisation de construire une deuxième piste d'atterrissage. Il reconnaissait qu'il y aurait des dommages pour l'environnement, mais en contrepartie, il promettait qu'il y aurait de nombreuses créations d'emplois. En fait, les gens du village n'ont pas eu le choix. On a été trompés par le système. Non seulement il n'y a pas eu d'emplois nouveaux, mais en plus, les effets sur l'environnement ont été dévastateurs. C'était une très belle vallée ici. Jade et légumes, régime végétalien oblige. Une présence appréciée par les jeunes écologistes. Isolés de tout, ils se sont condamnés eux-mêmes à vivre coupés du monde. Impossible de quitter le camp ne serait-ce que quelques heures, car les bulldozers en profiteraient pour tout raser. S'il n'y avait pas des gens comme Claire, je ne sais pas ce qu'on deviendrait. Elle nous donne de la nourriture. Mais c'est surtout son soutien moral qui est important. J'aime bien voir Claire jouer avec sa fille. C'est avec le soutien des gens du coin qu'on arrive à tenir. Martin, lui aussi, est un éco-guerrier. Il vit dans une communauté à Manchester. Mais son combat, il le mène sur un autre front. Ici, tout le monde mange bio et l'ennemi, c'est l'industrie agrochimique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est dans les journaux. Sur ces images tournées par des militants d'Equinox, une opération commando sur un champ de plantes transgéniques. La presse locale a été prévenue pour mobiliser l'opinion publique. Le message est simple, les aliments transgéniques nuisent à la santé des hommes et à celle de la planète. Des dizaines d'opérations ont déjà eu lieu dans tout le pays.
Quand la police arrive à prendre les commandos en flagrant délit, ils risquent des peines de prison ferme. Notre première campagne d'arrachage a été effectuée à Oxford. L'année dernière, c'était à Lincoln. Ici, on a tout détruit. Là, près de Norwich, tout a été arraché. Et dans l'est de l'Angleterre, nous avons fait aussi une action de destruction. Avec toute la publicité autour des manipulations génétiques, des plantes transgéniques, beaucoup de gens qui n'avaient jamais rien fait d'illégal nous ont contactés pour savoir comment obtenir une copie de notre guide. Dans ce guide, on apprend tout simplement comment reconnaître et arracher des plantes transgéniques. Pour les membres d'Equinox, la protection de l'environnement est un souci quotidien qui se traduit dans tous les gestes, même les plus simples. Regardez, pour les toilettes, nous utilisons de l'eau de pluie. Pour vider la cuvette, il suffit de renverser ce seau d'eau. C'est beaucoup plus propre pour l'environnement et il n'y a aucun produit chimique et pas de chlore. Vous voyez ces panneaux solaires? Ils ne prennent pas beaucoup de place et pourtant cela suffit pour alimenter cet ordinateur portable. Ça, c'est une autre cuisine et c'est ici que je fabrique mon vin. C'est avec les fleurs et les fruits de cet arbre que je fais du vin. Vous voyez? C'est excellent. Alors, je mélange des fruits de sureau, du sucre, de la levure. On mélange le tout chaque jour pendant une semaine et après, on laisse reposer pendant 5 mois. Et voilà ce que ça donne, un vin biologique. C'est Lorenzo qui s'occupe du jardin. Avec les produits du jardin, Lorenzo doit nourrir 8 personnes. Notre idée, c'est de faire un jardin en pleine ville et sans utiliser de produits chimiques. On veut produire notre nourriture. Pour l'instant, il faut encore aller de temps en temps au supermarché, mais les membres d'Equinox ne désespèrent pas. On est peut-être une bande de hippies, mais au moins on y croit. Ce qu'on fait ici, c'est positif pour la planète. Si tout le monde en faisait autant, le monde serait meilleur. Pour Martine et les siens, il faut prêcher par l'exemple et ne faire confiance ni aux autorités, ni aux politiques. Bonjour, nous faisons campagne pour le Parti écologiste pour les élections du 6 mai. Vous pensez voter pour nous? Pour vous dire la vérité, je ne pense pas. Mike Woodin et Deborah Glass sont les candidats du Parti écologiste aux élections municipales d'Oxford. Ils savent que le chemin des urnes sera difficile, contrairement aux autres pays européens. En Angleterre, les Verts n'ont pas un seul élu au niveau national. Cette absence s'explique par le mode de scrutin qui favorise avant tout les grands partis. Vous allez voter Vert? Si vous aviez vraiment une chance d'arriver au pouvoir, oui, je le ferais, mais il faut être réaliste. Vous n'arriverez nulle part. Vous n'avez aucune chance. Je pense que s'il y a autant d'activistes dans ce pays, c'est à cause de notre système politique. Ici, il n'y a pas de scrutin proportionnel, et c'est donc très difficile d'avoir des élus au Parlement. C'est pourquoi tant de gens choisissent des voies plus radicales et deviennent des éco-guerriers. En Angleterre, on assiste à une véritable multiplication des organisations écologistes jusqu'aux boutistes. Elles sont une cinquantaine et forment un véritable réseau à travers tout le pays. Ces groupes, le plus souvent clandestins, se connaissent entre eux. Ils luttent sur tous les fronts contre la construction d'autoroutes, contre la chasse, contre la pollution atmosphérique. Comme ici, en bloquant l'aéroport de Manchester. Les éco-guerriers ont choisi l'action directe comme unique moyen de protestation. En Angleterre, c'est aujourd'hui un véritable phénomène de société. À l'université de Lancaster, le professeur Robin Grove-White, spécialiste de l'environnement, étudie les effets sociologiques du phénomène éco-guerrier. En Angleterre, des millions de personnes font partie de la Société royale de protection des oiseaux, de Greenpeace, des Amis de la Terre ou d'autres organisations écologiques. On voit qu'il y a un grand intérêt pour ces causes-là, mais parallèlement, il y a des milliers de gens qui sont impliqués dans des formes de protestation plus radicales pour la protection de l'environnement, quelle que soit la cause.
Ils seraient déjà des dizaines de milliers à se mettre régulièrement hors la loi pour défendre leurs idées. Cadres moyens, chômeurs, anarchistes, retraités, la plupart ont été déçus par les grandes associations de défense de l'environnement. Ce phénomène est récent. Cela remonte à la fin des années 80. À l'époque, cela a commencé par d'importantes manifestations contre la construction d'autoroutes. Mais depuis, de nouvelles formes d'action ont vu le jour. Les plus radicaux, ce sont ceux qui luttent pour la protection des animaux. Les actions directes ont toujours été plus violentes, et c'est comme ça depuis 20 ou 30 ans. Tout ça, c'est lié. La défense de l'environnement, le droit des animaux. Nous sommes contre ces multinationales qui détruisent les ressources de la planète. Ces sociétés, ce sont elles qui ont le pouvoir. Et ce sont elles qui exploitent les richesses de la Terre et qui exploitent les animaux. Nous sommes dans la banlieue d'Oxford. Plus de 1000 manifestants sont venus protester devant une ferme d'élevage de chats destinée à la vivisection. Une manifestation organisée par le Front de libération des animaux. Ce sont des habitués des actions coup de poing. J'ai commencé en 1984. Je suis entrée illégalement dans un laboratoire et nous avons tout cassé. On a tous été arrêtés. J'ai été arrêtée avec mes 2 filles et on nous a envoyés en prison. Mais vous savez, il faut parfois être violent pour se faire entendre des autorités. C'est le seul moyen. Les forces de l'ordre prennent les menaces du Front de libération des animaux très au sérieux. Une unité de la police a même été créée spécialement pour traquer les 30 activistes les plus recherchés du pays. Les manifestants tentent de déborder les forces de l'ordre pour pénétrer dans la ferme. Mais cette fois, ils n'y arriveront pas. Ce n'est que partie remise, les militants repartent déjà avec d'autres cibles en tête. Si la loi ne respecte pas les animaux, alors il faut violer la loi. De la même manière qu'il a fallu violer la loi pour obtenir l'abolition de l'esclavage et le droit de vote pour les femmes. Et vous êtes prêt à aller jusqu'où? Le Front de libération des animaux est prêt à user de tous les moyens nécessaires tant que cela ne mettra pas la vie des personnes en danger. Et pourtant, un groupuscule du Front de libération des animaux menace de mort une dizaine de scientifiques qui font de l'expérimentation animale. En tête de liste, Colin Blackmore, professeur de physiologie à l'université d'Oxford. Il est persécuté depuis 12 ans. Ma famille et moi-même, on a tout de suite reçu des menaces de mort. À l'époque, mes enfants avaient 8, 10 et 12 ans. Ils ont passé leur adolescence avec cette épée de Damoclès. Non seulement ils ont été menacés de mort, mais aussi d'enlèvement. Pire encore, on a reçu 2 bombes par la poste. L'une d'elles, c'était à Noël. Et si mes enfants avaient ouvert le paquet piégé et tiré sur la ficelle, ils auraient été tués sur le coup. Dieu merci, ils n'y ont pas touché. Aujourd'hui, les mesures de sécurité ont été renforcées dans toutes les universités pour protéger les scientifiques. Retour au camp de Manchester. Ici, on agit dans l'illégalité, mais on refuse d'avoir recours aux méthodes terroristes. Jenny! Jenny reçoit aujourd'hui la visite surprise de sa mère. Regarde, c'est ma nouvelle maison. Oh, c'est incroyable, ça fait vraiment peur. C'est vraiment très haut. Oh là, ça bouge dans tous les sens. Rien que de voir la tente, j'en ai le mal de mer. Vous soutenez l'action de votre fille? Oh oui, je la soutiens. Je pense que si j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, je ferais la même chose. Faudrait que tu t'entraînes un peu. Je suis trop vieille maintenant pour vivre comme ça dans le froid et sous la pluie. Mais je la soutiens, c'est son choix de vie. Je préfère la voir vivre comme ça que de la voir dépenser des 1000 et des 100 pour des robes, alors que cet argent serait mieux utilisé pour l'environnement, par exemple. Ma fille, elle est écolo jusqu'au bout des ongles. Elle porte ses vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent en pièces.
Sur l'aéroport de Manchester, les travaux continuent à prendre du retard. Jenny, elle, quitte le camp pour une semaine de repos. C'est la première fois en 3 mois qu'elle va retrouver le confort d'une maison. Mais elle sait que la forêt ne risque rien, d'autres activistes ont pris le relais. En Angleterre, on ne compte plus les chantiers paralysés, harcelés par les militants. La défense de l'environnement est devenue un véritable combat, un combat qui, chaque jour, attire de nouveaux guerriers, prêts à tout sacrifier pour défendre leurs idées. Retour sur le plateau des Racines et des Ailes en direct de l'Observatoire de la Côte d'Azur en compagnie d'Hubert Reeves. Hubert Reeves, que pensez-vous de ces éco-guerriers hors la loi? Oui, bon, sans aller jusqu'à approuver le terrorisme, je pense que leur cause est bonne et que je suis très admiratif de ceux qui ont le courage de faire précisément des choses pour aller contre cette détérioration progressive de la planète à laquelle nous assistons aujourd'hui. Je pense qu'il faut prendre conscience de l'importance de la situation et je trouve très bien que ces jeunes se mobilisent pour faire des choses, et des choses qui, quelquefois, sont presque de l'héroïsme. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Quelle est la plus grande menace pour l'homme? Oh, il y en a, l'homme lui-même? on peut oui, absolument. L'homme lui-même. Une sur laquelle on ne met pas beaucoup l'attention, c'est la mauvaise distribution des richesses dans le monde, je pense, qui est très grave. Nous avons une planète dans laquelle le nombre de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté s'accroît d'année en année. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, pas directement. Et cela, si on ne corrige pas cela, je crois que c'est ça qui est le plus grave. Parce que la misère engendre la guerre, elle engendre le terrorisme, elle engendre la violence. Faire vivre la planète, faire vivre 10 milliards de personnes, parce qu'on pense qu'on va aller jusqu'à 10 milliards de personnes sur la planète, sans la rendre inhabitable, sans la rendre invivable, ce sera un énorme challenge. Ça n'est pas impossible. Mais le principal problème, ça va être justement ce problème de la mauvaise distribution des richesses. Je crois que c'est ça qui est le plus grave aujourd'hui. Est-ce que les chercheurs n'ont pas une part de responsabilité? Parce qu'en fait, ceux qui ont découvert comment fonctionnaient les étoiles ont aussi créé la bombe atomique. Bien sûr, c'est le progrès de la science. Je dirais même que ceux qui ont découvert l'arithmétique sont également responsables de ce qui se passe. Il y a telle chose que le développement des connaissances, il y a telle chose que le développement de la science et de la technologie, il y a telle chose que ce qu'on fait avec la science et la technologie. Encore une fois, la science n'est pas un domaine de valeur, la science vous donne des moyens, et ce qu'on fait avec ces moyens, ça dépend de nous, et il importe que chacun d'entre nous soit vraiment vigilant et se rende compte qu'avec ces moyens, on est en train de faire des merveilles comme de faire le mont Paranal ou d'aller observer les galaxies très lointaines, mais on est aussi en train de détériorer sérieusement la planète. Donc c'est là qu'intervient, je dirais, un jugement moral. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces merveilleuses connaissances techniques que la science nous a enseignées? À l'aube du 3e millénaire, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à l'homme? Qu'est-ce qu'il faut se souhaiter? Eh bien, je pense que le plus important, vous savez, on cite souvent Malraux qui disait « le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Moi, en le paraphrasant, je dirais « il sera vert où il n'y aura pas de 21e siècle, où il n'y aura pas de 22e siècle, où il n'y aura personne en 2100 pour célébrer l'an 2100 comme nous allons célébrer l'an 2000. C'est vraiment une question qui s'étend sur une échelle de quelques décennies. C'est vraiment une question fondamentale, l'avenir de l'humanité, et je trouve très bien que ces jeunes gens prennent conscience de ça et d'une façon active. Hubert Reeves, merci infiniment de nous avoir guidés tout au long de ce magazine. J'espère que vous aurez noté les précautions à prendre pour observer l'éclipse en toute sécurité, l'éclipse totale de soleil qui aura lieu donc sur la France le 11 août. Hubert Reeves, on vous retrouve le 10 août, la veille de l'éclipse sur France 2, pour la 9e nuit des étoiles, à ne pas manquer. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous retrouverez toutes les informations concernant les sujets traités ce soir dans la rubrique des Racines et des Ailes du site internet de France 3 et sur le Minitel 3615 code France 3. Merci à l'Observatoire de la Côte d'Azur de nous avoir accueillis ce soir. Nous étions en direct de Nice, direct assuré grâce aux moyens techniques de France 3
Production Marseille, avec Patrick Charles, Isabelle Richard, Rachid Korichi et Jean-Luc Rabona, ainsi que toute l'équipe technique et rédactionnelle du magazine. Nous vous remercions d'avoir suivi ce 23e numéro des Racines et des Ailes que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter donc en direct de cet observatoire éclairé ce soir par Didier Gorbati. Je vous retrouverai quant à moi le 19 mai pour vous présenter un film hors série consacré au travail des enfants dans le monde, son titre Le marché de l'innocence, à ne pas manquer donc. Tout de suite, Sort 3 avec Marc Otteman, suivi d'un siècle d'écrivains présenté par Bernard Rapp. Bonne soirée à tous, au revoir.